c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Sophie au micro de Radio Laser pour une nouvelle émission de Et nous liserons jeunesse. Comme toujours, je suis accompagnée de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Sophie. Comme chaque mois, on vous parle de littérature jeunesse et avant de découvrir notre sélection mensuelle sur des animaux aussi imposants qu'ils sont aimés des enfants, je vous propose un petit tour des actualités de la médiathèque de Guichen. Pour cette seconde semaine de vacances, on retrouve des rendez-vous réguliers. Le mardi 24 février à 16h, Essane vous propose une découverte de la réalité virtuelle à partir de 10 ans. Mercredi 25 février à 10h30, une séance de chouette ciné où on vous propulse dans les étoiles dès 4 ans. Et vendredi 27 février à 16h, séance de chouette lecture. Attention, les souris sont de la partie et c'est à partir de 4 ans également. Ensuite, c'est fini les vacances, mais on a encore des idées de lecture pour vous. Samedi 28 février à 10h30, Essane vous donne rendez-vous pour le nouveau Et nous Buelerons où il présente les toutes dernières nouveautés en BD adulte. Et samedi 7 mars à 10h30, Déborah vous retrouve autour des nouveautés Young Adult, un rendez-vous pour les ados et les adultes. Je vous rappelle que toutes ces animations sont gratuites, mais pensez à réserver auprès de la médiathèque de Guichen pour être sûr d'avoir une place. Après ces quelques actualités, c'est le moment de retrouver Audrey pour sa sélection mensuelle. Et elle n'est pas venue seule, ils sont grands et lourds pour la plupart, ils peuvent être terrifiants mais souvent ils fascinent. Ils ont vécu il y a quelques millions d'années mais font toujours autant parler d'eux. Qui sont ces créatures qui t'accompagnent ce matin, Audrey ? Mais oui, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec mes amis les dinosaures. Oui, ces bêtes bien connues des enfants qui fascinent, oui, par la part de mystère qu'ils trimballent comme ça encore aujourd'hui. Une sélection du coup d'albums dans des genres un peu différents pour essayer d'en connaître un peu plus sur ces grosses bébêtes qui ne sont pas toutes terrifiantes d'ailleurs. Vous allez en apprendre un peu plus. Oui. Alors, le premier album, on est à chaque fois dans ces albums entre le documentaire et le narratif, hein, évidemment. On va quand même aborder l'aspect scientifique, anatomique des choses. Donc le premier album, c'est un grand format, ça s'appelle simplement Dinosaures au pluriel. C'est signé Bastien Contraire pour les éditions La Partie, il date de 2021 je crois, ce petit ouvrage. Et je trouve que pour une entrée en matière, c'est très chouette et très joliment réalisé. Dans cet album, on a assez peu de texte, on a une large place laissée à l'illustration. Donc on va commencer par vous expliquer d'abord ce que c'est qu'un fossile. Ce sont ces os un petit peu qui sont fondus, mêlés à la pierre et qui sont à la base des analyses d'aujourd'hui. C'est en fouillant et en trouvant ces fossiles qu'on en apprend un peu plus sur ces espèces aujourd'hui disparues. Ce que j'ai bien aimé dans l'album, il y a deux axes qui m'ont bien plu. C'est d'abord l'approche de Bastien Contraire, c'est-à-dire qu'il choisit la comparaison, l'échelle comparative. Pour parler de ces dinosaures, ça va permettre de raccrocher un peu à notre réel, à nous, à notre quotidien, et de se rendre compte un petit peu, soit de la taille, soit de la force de ces animaux. Donc vous avez par exemple ce premier dinosaure que l'on présente à côté d'un homme et de 2 enfants. On se rend compte un petit peu de la taille assez impressionnante de ces animaux. On revient sur les périodes évidemment pendant lesquelles ils ont vécu. Le Trias, le Jurassique, le Crétacé. Ils peuplaient bien la Terre il y a des millions d'années, c'est bien ce que tu disais, Sophie, 200 millions d'années, ça paraît quand même énorme. On a ensuite ce petit dinosaure dont j'ai fait la rencontre dans cet album, le Compsognathus. Alors je vous préviens, c'est pas spécialement radiophonique comme thème, je m'excuse par avance. Ce petit dinosaure qui est pas plus gros qu'un poulet, qu'une grosse poule. Il y a aussi des tout petits dinosaures. On ne voit que le tyrannosaure, mais il n'y a pas que le tyrannosaure, il y a aussi des tout petits dinosaures. Donc voilà, donc à chaque page, on vous présente un dinosaure, le Protocératops, qu'on nous dit un peu plus grand qu'un mouton seulement. Pour moi, il était grand. Le Protocératops, c'est celui qui a le bec un peu de perroquet, je trouve, un gros bec un petit peu encorné comme ça. Le Spinosaure aussi, qui est le plus grand des carnivores et qui pèse autant que 12 ours blancs. Donc vous avez sur la page les 12 ours blancs, alors qui sont cette fois bleus. On ne connaît pas trop la couleur des dinosaures, donc on peut du coup s'en donner à cœur joie. Ici, c'est bleu et jaune. Mais voilà, je trouve que c'est assez concret. Du coup, aussi lourd que 12 ours blancs, ça paraît quand même... Ça fait un petit poids, ouais. Assez fou, quoi.
Notre Diplodocus qui est beaucoup plus connu, ce dinosaure qui est très long, qui a un corps un petit peu allongé, une longue queue et un très long cou. À l'avant, aussi long que 2 bus mis l'un derrière l'autre. Et puis alors c'est celui-là, la dent de tyrannosaure, qui peut atteindre la taille du livre, hein, qui est quand même un grand C'est quand même un grand livre, hein. On est sur un bon A4. Hein. On est sur, oui, ça doit dépasser le A4, je pense. Donc la dent de tyrannosaure, voilà, ça nous confirme que celui-ci il est quand même particulièrement effrayant, etc. Donc je vous laisse découvrir chaque espèce. Mais voilà, j'ai bien aimé le comparatif, le retour à notre quotidien à nous, aux bus, aux moutons, enfin aux animaux qu'on connaît. À la fin, on nous explique aussi que certains des animaux que l'on côtoie tous les jours sont aussi de petits dinosaures. En tout cas, ils ont vécu à l'époque des dinosaures comme la tortue, par exemple. Voilà, on va nous donner quand même beaucoup d'indications. On va nous expliquer qu'ils peuvent être couverts d'écailles, couverts de plumes. La seule vraie interrogation, c'est évidemment leur couleur. On sait de quoi a été fait leur pelage, etc. On nous parle aussi des ptérosaures, je vous en reparle un peu par la suite, ces reptiles un peu volants. Mais je trouve qu'il est intéressant. Et donc, le deuxième point qui m'a bien plu aussi dans cet album, c'est le graphisme, la technique un peu de pochoir, d'illustration à l'éponge. Là, c'est du pochoir, hein, clairement. Et de superposition des couleurs, comme ça, on est dans des tonalités très vives, très pop, en fait. On a un beau orange vif, du rose, du jaune, du vert. Et je trouve que, par exemple, à l'école, ça peut faire un prolongement en art plastique assez sympa quand on travaille sur le thème. Donc voilà, je trouvais qu'il était nécessaire d'en parler en introduction de cette chronique. Ça s'appelle Dinosaure de Bastien Contraire. Pour les plus petits, effectivement, on retrouve bien le style de Bastien Contraire. Alors, je connaissais pas trop, moi. L'illustrateur. C'est souvent assez graphique dans ce style-là, oui, effectivement. Ouais. Ok. Oui, c'est abordable pour les petits. Ouais. Je poursuis avec un autre album, ça s'appelle Aurore, chasseuse de dinosaures, et c'est signé Jenny Lovely et Lily Murray pour les éditions Keyman. Aurore, c'est l'histoire d'une petite fille, donc prénommée Aurore, qui avec son chien Barnabé a l'habitude de fouiller les plages qui environnent un petit peu son village. Elle habite au bord de la mer et donc tous les jours, elle fouille le sable à la recherche de trésors. Est-ce qu'elle cherche des pierres précieuses? Non, elle cherche des os de dinosaures. Elle trouve des dents de requin, elle trouve des ammonites, elle trouve beaucoup de fossiles, des squelettes de poissons, etc., des arêtes, etc. Elle ramène ses trésors à la boutique puisque son papa, ses parents tiennent une boutique aménagée un peu façon cabinet de curiosité et ils vendent, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain, ils vendent les trésors qu'ils trouvent sur les plages à des amateurs, à des collectionneurs, etc. Donc voilà, son quotidien, c'est ça, elle ne va pas à l'école et elle ramène comme ça ce qu'elle trouve, des cornes, des griffes, des bouts d'os, etc., trouvés près de chez elle. Jusqu'au jour où on a un grand professeur qui arrive, chapeau haut de forme, grande cape, qui se présente et puis qui se moque un peu d'elle, quoi, en disant que c'est pas à elle de ramasser les os de dinosaures, que c'est aux experts de s'en charger. Et donc, il repart un peu dédaigneux comme ça. Et puis, ça la fragilise un petit peu, elle se questionne un petit peu. Puis, c'est le lendemain qu'elle va tomber sur un squelette complet de dinosaures. Donc, évidemment, une trouvaille juste extraordinaire. Hein, tomber sur un squelette complet quand même. Et puis, ce monsieur va lui voler, est toujours dans les parages, va entendre parler de cette découverte et puis va lui voler son squelette, le ramener auprès de comités scientifiques en ville. Elle va, avec l'aide de sa grand-mère, réussir à prouver que c'est bien elle qui l'a découvert. Et ce monsieur qui s'est accaparé comme ça cette découverte va se retrouver un peu humilié par les journalistes parce qu'elle va rapporter la preuve. Elle a gardé en fait un fossile et elle va pouvoir, elle, sous les yeux du comité, reconstituer le squelette tel qu'elle l'a trouvé. Donc voilà, elle va quand même être récompensée pour cette découverte. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, ce livre, il est inspiré de l'histoire vraie de Marie Anning, dont je n'avais jamais entendu parler, qui est une pionnière en paléontologie, une petite fille britannique, qui a vécu au tout début du 19e siècle. Elle est née en 1799, elle est décédée en 1847 et elle est reconnue aujourd'hui pour avoir largement contribué à cette découverte et puis à l'apport de preuves d'existence de ces mondes qui étaient disparus, puisqu'à l'époque, évidemment, on commençait à avoir certaines notions, mais on avait notamment la voie religieuse qui venait un petit peu à mettre des bâtons dans les roues des scientifiques pour affirmer le fait que, mais non, on ne pouvait pas descendre de là, en fait, quelque part.
Et Mary Anning, donc elle vivait dans un petit village de la côte sud-ouest de l'Angleterre qui s'appelle Lyme Regis et qui effectivement s'est développé au cœur de falaises jurassiques. Et donc les plages sont pleines en fait, étaient pleines de ces fossiles et de ces squelettes. Et donc à 12 ans, elle trouve son premier squelette complet de dictyosaure, 5 mètres de long. Et donc, évidemment, elle va être vite rentrée en contact avec les scientifiques, exactement comme dans l'album, parce que elle va intéresser, évidemment, les gens qui travaillent sur cette question. Elle va trouver un plésiosaure 11 ans plus tard, même un ptérosaure, dont je vous parlais tout à l'heure, ces reptiles volants. Donc, elle va étudier la science en autodidacte, elle va s'intéresser, parce qu'elle va vouloir comprendre ce qu'elle trouve, en fait. Donc, elle va elle-même s'intéresser à ses livres, etc. Mais je trouve qu'elle n'a pas encore la vraie reconnaissance. Elle n'était pas paléontologue, elle n'était pas scientifique, puisque de toute façon, elle était exclue de ces cercles, en fait. Une femme ne pouvait pas rentrer, par exemple, dans la Société géologique de Londres, c'était impossible. Mais elle a quand même contribué à divers titres par l'apport de ses découvertes et puis par son travail, parce qu'encore une fois, elle vivait de ses ventes, en fait. Donc, elle n'est pas allée à l'école, elle a appris à lire à l'église et elle a beaucoup travaillé en partenariat, quelque part, avec les associations scientifiques qui travaillaient à ce moment-là à Londres. Voilà, je trouvais intéressant de reparler de cette femme qui est peu connue et qui a pourtant largement contribué aux apports en paléontologie. Donc, c'était Mary Anning et l'album, c'est Aurore, chasseuse de dinosaures. Il y a un petit et grande, justement, la collection qui revient, qui vient de sortir. Ouais, j'ai dû le mettre dans ma prochaine commande. Donc, ok. Je ne sais pas si on l'aura pour notre prochaine émission, je ne suis pas sûre. Mais oui, mais en tout cas, on en aura parlé aujourd'hui. Vous avez donc quelques notes documentaires à la fin de l'album pour vous expliquer un peu, vous revenir un petit peu sur la vie de Mary Anning. Et en page de garde, quelque chose de très intéressant, on nous explique comment prononcer certains noms de dinosaures. Ce qui m'a été quand même assez utile, parce qu'il y en a certains, c'est quand même assez compliqué. Donc là, vous avez la transcription phonétique. Ça peut évidemment aussi servir. Je poursuis dans un registre beaucoup plus humoristique. On va quitter un petit peu l'aspect documentaire des choses. Ça s'appelle le Diplodocus et autres dinosaures méconnus. C'est le carnet des découvertes de Mireille Farfelous, proposé par les éditions Hélium. Donc là, beaucoup d'humour pour ce petit album. On va rencontrer encore une petite fille. Je pense qu'il y a aussi, il y a une référence aussi, je pense implicite à Mary Anning. C'est une petite fille qui cherche avec son chien, une petite fille rousse et très dynamique, particulièrement curieuse de la vie des dinosaures. Elle fouille ses prés aussi, les prés qui environnent sa vie. Donc elle nous explique en début d'album que elle a une véritable passion pour les dinosaures, que certains rêvent de licorne et d'arc-en-ciel, mais qu'elle est vraiment, ses rêves sont remplis d'animaux gigantesques qui n'existent plus aujourd'hui, qu'elle se pose beaucoup de questions, notamment comment le Microraptor, qui ressemble à un gros poulet, était mangeable ou pas, par exemple, ce qui est assez important. S'il arrivait des fois au Brontosaurus, qui avait d'énormes pattes, d'écraser ses propres œufs. Il y a cette anecdote que j'adore, le Deinosuchus, qui était une sorte de crocodile. Il était tellement long que quand un adversaire lui mordait la queue, il ne s'en rendait compte que 5 minutes plus tard, le temps que l'information remonte au cerveau. Et c'est véridique, j'ai vérifié. Donc voilà, et donc elle nous fait la part de nouvelles découvertes. Elle nous assure qu'elle va nous parler de dinosaures qui n'ont absolument jamais existé, dont personne n'a jamais entendu parler. Et donc effectivement, on démarre l'exploration et les découvertes avec notre Diplodocus, donc qui fait l'objet de la couverture du livre, qui est un dinosaure tout rose et qui est vraiment mignon, qui n'aime pas trop son nom, et on peut comprendre que c'est un petit peu gênant, qui est plutôt timide, peu agressif et qui se contente de manger les insectes qui tournent autour de sa tête. Cadupoilpartus est très marrant aussi, même s'il est un peu feignant et qu'il passe ses journées plutôt allongé à l'ombre des arbres sans vouloir beaucoup travailler. 3 poils au torse. Exceptionnel. Donc avec l'illustration qui va bien, voilà. Coup, Vous avez une phrase avec la présentation, le nom du dinosaure, et sur l'autre page, vous avez l'illustration qui va venir évidemment compléter le propos. Donc on voit notre dinosaure avec ses 3 poils au torse et qui ne semble pas être de bonne humeur. Monosourcilus, qui lui marche un peu à découvert et du coup prend d'énormes risques. Le Calvicius. J'aime bien cette petite remarque. Je crois que ma grand-mère lui aurait tricoté un petit bonnet avec un gros pompon si elle l'avait connu, parce qu'évidemment, il n'a pas beaucoup de poils sur la tête. Donc voilà, je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment trop drôle. J'adore le petit protosaure, trompettiste professionnel pour vous casser les oreilles, qui avale la nature tout rond et du coup,
qui a du mal à digérer. Vous avez aussi le Trophoniastus, le Doduducus, le pousse-toi là que je mimex. Et le Colocus, c'est mon préféré, qui voulait tout le temps qu'on joue avec lui. Impossible de s'en débarrasser tant qu'on n'avait pas dit oui. Voilà, donc vous allez découvrir comme ça plein de dinosaures. Donc vous l'avez bien compris, le nom est composé, imaginé avec ces terminaisons propres aux dinosaures, l'ops, le lex, etc. Le tor, le j'ai jamais tort, qui, pareil, prend des risques un peu inconsidérés au bord de la falaise. Et donc, à chaque fois, un petit descriptif et puis une illustration extrêmement rigolote, avec un trait très simpliste, un trait un peu naïf, de jolies tonalités assez pastel, en fait, qui passe très, très bien. Je crois qu'elle a fait un tome 2, si vous voulez il y a la suite, c'est ce que j'allais dire, il y a la suite. Et j'ai même lu que là, en 2026, Helium a proposé la folle encyclopédie du Diplodocus, qui vient juste de sortir. Donc, si vous voulez en savoir plus vraiment sur celui-là, avec notamment, j'ai lu quelques lignes sur la question du pourquoi était-il rose. Alors, elle pose en vrai scientifique un constat, une observation, et donc elle émet des hypothèses. Elle se dit que c'est parce qu'il a trop mangé de barbe à papa, ou qu'il veut peut-être être assorti à ses chaussettes roses. Voilà. Ou qu'il veut peut-être pouvoir se cacher dans les camélias, et que non, finalement, c'est pour éloigner le machosaure qui déteste le rose. L'inconvénient, c'est qu'il risque d'attirer le bisouraptor qui court partout pour juste faire de gros bisous baveux. Voilà, donc c'est très rigolo, c'est assez déjanté, mais on rigole beaucoup, et je pense que les adultes qui accompagnent les enfants dans la lecture vont aussi beaucoup rigoler. Je vous laisse les découvrir. Je reviens à du documentaire avec l'hôpital des dinosaures, littérature coréenne de Ae Won-kyung pour Versant Sud. On nous dit que l'autrice est une passionnée de la question des dinosaures, et je trouvais aussi là l'angle assez intéressant. Nous allons découvrir plusieurs espèces de dinosaures à travers le prétexte de la radiologie, puisque ces dinosaures vont se présenter à l'hôpital, vont être reçus par un médecin et avec des symptômes. Ils vont passer une radio, et donc au vu de la radio, on va avoir l'image du squelette, on va pouvoir 1. Expliquer l'anatomie, 2. Poser un diagnostic, et 3. Rassurer nos dinosaures qui sont un petit peu fragilisés, un peu vulnérables dans cet album. Donc vous allez découvrir tour à tour le stégosaure. Vous savez, le stégosaure, c'est celui qui a ses plaques osseuses un peu en ogive là, tout le long du corps et de la queue, qui est un peu malheureux parce qu'il est beaucoup moqué, parce qu'il passe sous les arbres, il s'accroche, il se promène avec ses branches comme ça entre les plaques. On va lui dire, mais non, mais tu sais, ces plaques, elles sont nécessaires parce qu'elles sont remplies de veines et elles permettent la régulation de la température du corps. Donc, il lui dit, il faut pas faire cas de ces moqueries. Et puis, en tout cas, toi, tu auras moins chaud quand les températures vont monter. Donc, quelque part, il faut accepter ton corps tel qu'il est. Et donc, on va en apprendre comme ça. On a pas mal de notes documentaires. On a aussi ces petites scénettes façon BD avec aussi un peu d'humour qui permettent de mieux connaître aussi le dinosaure en question. On a notre petite infirmière Poulette aussi qui vient préciser certaines choses. On va avoir le Diplodocus qui, lui, s'est fait un torticolis, qu'il a voulu manger les feuilles de l'arbre. Il lui dit, mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas lever le cou comme le brachiosaure, qui lui, à la façon de la girafe, en fait, vient manger les hautes herbes, les hautes feuilles des arbres. Lui, on va lui expliquer que de façon anatomique, il ne peut pas lever le cou. Il est fait pour être à l'horizontale. Donc, voilà pourquoi il prend cette place folle par rapport au sol. Donc voilà, il va être rassuré. On va lui mettre une petite minerve parce qu'il il faut quand même qu'il se remette de cette petite entorse. Mais on va lui expliquer qu'il n'est pas fait comme le brachiosaure. Donc on vous explique que les narines du Diplodocus sont situées sur le dessus de la tête, de sorte qu'il pouvait respirer sous l'eau, qu'il avait aussi de petites épines pointues tout le long de son dos et de sa queue. Vous voyez la petite infirmière Poulette là qui tient un parapluie sur les narines parce qu'il a les narines au-dessus de la tête et donc il prend la pluie, évidemment. Donc il y a aussi une belle petite note d'humour qui est assez agréable. Vous pouvez aussi lire les dialogues à deux puisqu'on a un jeu de couleurs. Et on a même des pastilles pour préciser quand est-ce que le dinosaure part. Donc, vous pouvez aussi animer, un peu interagir dans cette lecture avec vos enfants. On a aussi le Stégoceras, l'Oviraptor, le mal nommé. J'ai adoré l'histoire de l'Oviraptor qui est nommé donc voleur d'œufs, littéralement Oviraptor, alors qu'au final il s'est avéré qu'il n'était pas du tout voleur. On a cru au début, oui, j'avais déjà entendu ça. Oui, parce qu'un squelette d'Oviraptor avait été trouvé près d'un nid de Protocératops, et donc on a cru qu'il était venu voler, alors qu'en analysant un des œufs, il s'est avéré que c'était bien un œuf d'Oviraptor.
Donc là, il réclame qu'on change son nom parce que c'est pas très juste et je comprends. Enfin, c'est pareil, c'est un petit peu dur. Vous allez aussi en connaître plus sur le Protocératops donc et sur le tyrannosaure qui se plaint de ses toutes petites pattes à l'avant. On connaît bien le tyrannosaure. Lui, il peut pas enlever la viande coincée entre les dents. Voilà, donc il vient voir le médecin en disant c'est pas juste, j'ai des toutes petites pattes. On va lui expliquer que s'il avait des pattes aussi lourdes que celles arrière, il ne pourrait pas courir aussi vite, il ne pourrait pas être aussi fort, il ne pourrait pas être chassé aussi bien. Donc voilà, toutes ces indications sont données sur les fiches en double page et vous allez apprendre à la fin qui est ce fameux médecin. Je ne vous révèle pas l'identité du docteur. Mais j'ai trouvé très agréable et très intuitif, je trouve, très agréable à la lecture et on en apprend encore beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes. On nous parle aussi des controverses parce que ça va pas de soi en fait, la science des dinosaures. Les scientifiques se disputent beaucoup sur les zones d'ombre et sur les découvertes. On affine les connaissances au fil des découvertes, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont pas spécialement... Oui, ça évolue encore. Ça évolue encore énormément et on nous en parle beaucoup. Je trouvais que c'était intéressant aussi de revenir là-dessus. Voilà, entre fiction et documentaire, un livre pour les petits amateurs de reptiles. Dernier ouvrage, Sophie, sur cette sélection. Donc là, j'avais envie qu'on s'amuse un petit peu avec les dinosaures. On quitte encore une fois un peu l'aspect documentaire. Un livre-jeu animé signé Yan Dong pour Glénat Jeunesse. Ça s'appelle « À la chasse aux dinosaures ». Et celui-ci, je l'ai trouvé très beau. Déjà, j'ai trouvé beau l'objet. Donc un livre-jeu avec des rabats, des choses comme ça. On va suivre Lilou, qui est une aventurière que l'on rencontre dès la couverture, qui est étudiante à l'école des Beaux-Arts et qui va partir comme ça un peu à l'aventure. On va la suivre, on va l'aider aussi. On va lui venir en aide parce qu'elle va connaître de sacrées péripéties quand même. Donc 10 épreuves qui attendent le lecteur en début d'album. La forêt des illusions, les montagnes du Jurassique, la vallée du ptérosaure, le méli-mélo des dinos, les tréfonds de la forêt, le jeu des différences, où est bébé dino, maman affamée, et ce sera enfin la sortie. Donc vous devrez sortir victorieux de cette grande aventure. Et donc chaque double page est l'occasion de partir à travers des labyrinthes, farfouiller pour trouver des objets dans ces grands paysages, donc au cœur des montagnes, dans cette jungle telle qu'on peut l'imaginer à l'époque des dinosaures, pleine, fourmillante de dinosaures de toutes espèces, qu'on vous demande de repérer un ptérosaure par exemple, de chercher des indices, de rechercher la lampe de poche de Lilou, etc. On a aussi ce beau méli-mélo pour reconstituer les dinosaures ou alors au contraire en inventer de nouvelles créatures. Mais je trouve que voilà, le graphisme est super joli. On est dans les tons de kaki, de bleu. On est vraiment dans la jungle en fait. C'est vraiment immersif, je trouve, comme album. Donc elle vous demande de l'aide pour trouver son appareil photo. Elle va réussir à prendre une photo. Et elle va... il y a cette double page sur les œufs qui est super jolie aussi. On va devoir retrouver l'œuf du grand raptor qui recherche sa progéniture. Donc avec un jeu de rabat, on en a quand même beaucoup. Et que j'ai trouvé très sympa à constituer. Je trouve que le coup de cœur, c'est la page des entrailles du dinosaure parce que Lilou va subir un moment, va vivre un moment un petit peu compliqué. Je vous laisse découvrir. Effectivement, je la vois. Et grâce à un système de lampe torche qui est hyper bien fait, ce sont des calques noirs illustrés. Et en fait, en passant le rond blanc, en fait, le cercle blanc sous le calque noir, on va pouvoir rechercher Lilou dans les entrailles du dinosaure. Et l'effet de lumière, il est vraiment oui, ça marche bien. Très, très bien fait, quoi. Il y a toute une collection de petits docs avec ce système de avec ce torche, système-là. Je connaissais pas et j'étais assez bluffée. Je trouve que c'est vraiment très bien réalisé. Avec une épreuve bonus. Et puis, normalement, vous devriez tous vous en sortir vivants. Si vous n'avez pas trop peur de vous approcher de très près des dinosaures, je trouve que cet album, il est très sympa aussi. Pour les vacances, par exemple. Au cœur de l'hiver, ça fait une petite activité assez sympathique. Voilà, Sophie, pour mes dinosaures. Merci Audrey pour cette jolie sélection encore, des livres que vous pouvez retrouver sur le réseau des bibliothèques des Vallons. Et je termine avec quelques actualités de la littérature jeunesse. Et il y en a pas mal de la locale en plus à venir prochainement. On a les petits bouquineurs qui arrivent à Rennes du 6 mars au 4 avril. Donc c'est organisé par les bibliothèques de la ville de Rennes. Ça a lieu tous les 2 ans et donc c'est une sorte de festival qui s'étale sur un mois à peu près, où vous allez avoir plein d'expositions différentes sur différents illustrateurs
dans différentes bibliothèques de la ville de Rennes, et puis de nombreuses animations, des lectures, des ateliers, des concerts dessinés, des spectacles. Alors, juste pour vous donner les noms des différents illustrateurs et illustratrices que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques, on va avoir Jeanne McCain, on vous en avait parlé il y a quelque temps avec une chronique sur la chose du qui sera donc à la bibliothèque de l'Antipode. Eva Offredo, qui a toute une collection de livres avec des puces assez chouettes pour les petits, qui sera à la Bélangeraie. Adrien Parlange, qui est à Bourg-l'Évêque. Mathias Picard à Cloto-Bréquigny, Samuel Ribéron au Triangle et Ronan Badel à Villejean. Donc je vous laisse aller voir sur le site des bibliothèques de Rennes pour le programme détaillé. Tout est gratuit. Il y a très peu de choses sur réservation, donc c'est plutôt en accès libre. Et juste quelques animations qui sont sur réservation, mais c'est pas du tout la majorité. Donc voilà. Donc je vous invite à aller voir ce programme qui est toujours de qualité et puis qui permet de découvrir des illustrateurs et tout leur univers. Toujours à Rennes, il y a le festival Rue des Livres qui arrive prochainement pour sa 18e édition, les 14 et 15 mars. C'est au Cadet de Bretagne à Rennes. C'est gratuit, ouvert à tous. Donc c'est un salon du livre, pas spécifiquement jeunesse, mais tous les ans il y a un lot d'invités jeunesse. Donc on n'a pas encore tout le programme au moment où on enregistre l'émission, mais je peux déjà vous donner quelques noms. Il y aura quelques noms jeunesse en tout cas. Il y aura Alex Cousseau, Manon Fargeton, dont on a déjà parlé plusieurs fois, Mathieu Maudet, qu'on connaît très bien. Un grand classique. Voilà, Anne Montel, dont on a déjà parlé également, et puis bien d'autres qui seront révélés prochainement pour ce week-end de festival. Et puis je termine avec une adaptation au cinéma de la bande dessinée Les Enfants de la Résistance, une bande dessinée qui fonctionne très bien, qu'on a à la médiathèque et qui est très souvent empruntée. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et donc vous pouvez retrouver le film au cinéma Le Bretagne à Guichen et puis dans tous les cinémas de France où vous nous écoutiez. L'émission se termine. Merci de votre écoute. Merci Audrey. Merci Sophie. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site et les réseaux sociaux de Radio Laser. À bientôt.